dans notre environnement. C'était le seul moyen qui nous permettait de connaître le réel. Donc, Auguste Comte, oui, l'esprit humain est passé par 3 étapes. L'esprit humain est passé par 3 étapes. Première étape, oui, c'est l'enfance de l'esprit. C'est le début d'une explication de l'origine de l'univers. C'est à travers le mythe. Autre étape, oui, l'état théologique. La première phase, c'est l'enfance de l'esprit. L'esprit n'était pas trop développé, donc on expliquait les choses à travers 3 éléments. Le mythe, la magie, la religion. Donc, oui, l'état théologique. C'est l'état théologique. La théologie, donc théos, il y a Dieu, et l'homos, la raison et la science. Donc c'est le mot, le début des choses. Alors, l'esprit humain va évoluer. Lorsque l'esprit humain évolue, on quitte l'état théologique, on va vers l'état métaphysique. Donc l'esprit humain commence un tout petit peu à améliorer sa relation avec le réel. En utilisant quoi? En utilisant la raison. Parce que le mythe n'était pas basé, les explications que le mythe nous donnait n'étaient pas, les explications n'étaient pas basées sur donc, la raison. La magie aussi, la rationalité donc, du magicien n'est pas logique à 100%. Pourquoi? Parce que le magicien semble transformer ou bien modifier le cours normal des choses à travers des incantations, à travers des procédés occultes, à travers sa propre force. C'est comme si le magicien, c'est quelqu'un qui a un pouvoir tel que le pouvoir de Dieu et qui donc tord l'armée de Dieu pour faire changer les choses. Donc c'est pas du tout rationnel, c'est pas compréhensible, c'est comme si ça profite dans le domaine du mysticisme. Et encore la religion fait appel aussi à la croyance. Alors du coup, toutes ces 3 rationalités presque n'étaient pas du tout rationnelles, si on peut le dire de cette manière-là. Parce que ce n'était pas fondamentalement la raison qui pouvait expliquer les agissements et les origines des phénomènes qui se produisent dans notre environnement immédiat. Alors maintenant, on quitte l'état théologique, on entre vers l'état métaphysique. Là, c'est la philosophie qui se donne les moyens d'expliquer les phénomènes qui se produisent dans notre environnement immédiat. Alors, l'esprit humain a un tout petit peu évolué. Nous quittons l'enfance de l'esprit, nous arrivons à ce qu'on appelle l'adolescence de l'esprit. Alors ici, c'est la philosophie qui tente de donner une explication rationnelle de tout ce qui se passe. Voilà. Par exemple, quand le mythe nous dit Futu, Soyoni, on a haïbo, on a yamé de Moulou, on a qui dans Tuli qui monte, on a qui dans Bok, on a haïbo, le mythe, on laisse Moulou, Soyoni. Si le mythe le dit, et que la religion le dise, ou la magie le dit, la philosophie va voir les choses d'une autre manière. Le mythe dit, ou la religion, ou la magie dit, ce Futu Yoni, on a haïbo, le mythe, on laisse qui volait. Nit naa l'esprit qui haay mo les tam ci kilo yalla sa fa dema bi ko yelo yo ko tam mo ali tam to ba alors parce que c'est la magie qui donne ces explications. Alors maintenant la philosophie va lorsque le philosophien oui on haay pour mi do l'étude c'est dit l'espoir de mal donc le philosophe va se poser des questions. Merci. Va se poser des questions. Pourquoi, en ce moment, qu'est-ce qui explique cela? Le philosophe va aller pour donner des explications compréhensibles. Il ne se
c'est facile. Donc, il faut faire des sacrifices pour résoudre nos problèmes. Le philosophe ne va pas penser de cette manière-là. Et pas d'accord. Très bien. Alors maintenant, l'esprit, donc, métaphysique, donc l'état métaphysique, va encore évoluer. L'esprit va évoluer. L'esprit va quitter l'état métaphysique et l'esprit va venir dans ce qu'on appelle l'esprit positif. Voilà. Donc, on quitte l'état métaphysique, nous allons vers l'état positif, qui est l'avènement donc de la science. L'esprit a évolué. C'est ce qu'on appelle la maturité de l'esprit. L'esprit est maintenant mature. L'enfance de l'esprit, l'adolescence de l'esprit, maintenant c'est la maturité de l'esprit. L'esprit est maintenant mature. L'esprit, puisqu'il est mature, il doit pouvoir donner des explications à tous les phénomènes qui se produisent dans notre environnement immédiat. À travers effectivement donc, la science, c'est l'avènement de la science. Nous n'avons plus droit à nous attarder sur le mythe, sur la magie, sur la religion et même sur la philosophie. Pourquoi? Parce que la philosophie était un pont qui nous permettait de quitter l'état théologique pour arriver vers l'état positif. On quitte l'enfance de l'esprit pour aller à la maturité de l'esprit. Nous passons par l'adolescence de l'esprit. Alors, à partir de ce moment, on n'a plus besoin de la philosophie, on doit se débarrasser de la philosophie, on doit se débarrasser de la magie, de la religion, donc, et du mythe, pour se focaliser uniquement à la science. Pourquoi? Parce que la science est en mesure d'apporter des solutions, des réponses à toutes nos interrogations. Très bien. Maintenant, pour la science tire-t-elle cette image idéalisée? On est quoi? On a les élèves de la terminale S. Élèves terminale S, levez la main s'il vous plaît. Terminale S. D'accord. D'accord, c'est bon. Les élèves de la terminale S, le plus souvent, seront dit que dans le lycée, ce n'est plus les élèves de la terminale S, il y aura Mohamed Bourbono, Kassa, Maintenant, pour la science, où est-ce que la science a brisé cette notoriété? Il y a beaucoup de sciences grégoriennes qui défendaient. Alors, la nationalité scientifique se base sur quoi? Au Kirghizistan ou en Ouzbékistan. Quelque part ailleurs, ce qui est vrai ici et maintenant doit l'être dans les conditions normales de pression et de température. Dans les conditions normales de température et de pression. Donc, si l'eau bout à 100 degrés, ici, c'est indiqué que l'eau doit encore bouillir à 100 degrés. En plus, le décalage, donc ce paradigme ne doit pas changer. Le troisième et dernier élément du principe donc, qui fonde la véracité d'une vérité scientifique, qui fonde donc une vérité scientifique, c'est quoi? C'est l'objectivité. L'objectivité dit que le sujet ne doit pas interférer dans l'explication de l'objet. Si je dois voir si cette eau est potable, je ne dois pas faire intervenir mon éducation, ma croyance. Donc, et mes sentiments ne doivent pas interférer dans l'explication de l'objet. Je dois justement analyser l'objet. Mais, comme ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'objet seulement qui compte.
nous donnons l'objectivité. Donc le scientifique, le chercheur, doit pouvoir différencier son ego, son moi égocentrique et son moi épistémique. Son moi égocentrique, comme il y a des son moi épistémique, c'est le moi en tant que scientifique. Alors, comme Méline, son honneur, mythe, il y a le type de gagnant. C'est d'une manière désintéressée. Regardez, maintenant, voilà les trois principes sur lesquels se fonde sur la science. Nous montrer que la science doit pouvoir répondre à toutes nos questions. Parce que la science s'appuie sur l'universalité, la rationalité et l'objectivité. Maintenant, nous avons combien de types de sciences? On a 3 types de sciences. Nous avons les sciences formelles, on a bien les sciences logico-formelles, les sciences expérimentales et les sciences humaines. Alors, comment procèdent maintenant les sciences logico-formelles? Je prends l'exemple des sciences logico-formelles. J'ai mis les sciences expérimentales et les sciences humaines. Car il y a des sciences logico-formelles. Comment la science donc, va à la rencontre de la connaissance? Comment la science démontre donc une connaissance? Alors, comment la science donc nous procure de la connaissance à travers donc les sciences logico-formelles. Alors, dans les sciences logico-formelles, on fait allusion à la logique et aux mathématiques. Donc le grand scientifique, il allait vous confirmer tout à l'heure, M. Sid, un éminent donc scientifique, au département de philosophie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, on apprend la logique aristotélicienne. Et cette logique que l'on apprend au département de philosophie, c'est exactement la même chose que l'on apprend au département de physique-chimie. Et mieux encore, d'une manière beaucoup plus approfondie à l'université. Donc, la logique et les mathématiques sont du domaine des sciences. Comment maintenant procède la logique et les mathématiques? La science procède donc de 3 méthodes que nous avons déclinées ici. La première méthode, c'est la déduction. La deuxième méthode, c'est l'induction. Et la troisième méthode, c'est l'analyse ou bien la comparaison. Voilà une méthode purement scientifique. Alors, pour connaître le réel, le mathématicien ou le logicien pose d'abord une première prémisse, qu'on appelle une prémisse majeure. Donc si c'est une supposition. Alors, tellement elle est terre. Mais car si, également si et seulement si. Donc si et seulement si. Donc nous on veut l'utiliser au milieu encore. Au hypothèse, au postulat, si, mais par exemple, or, après le or, mais maintenant, donc. Voilà comment on procède des mathématiques et la logique. Je prends un exemple très terre à terre. Le syllogisme. Un exemple de syllogisme. Le syllogisme nous dit ceci. Si, or, donc, si c'est une prémisse majeure, or c'est une prémisse mineure, donc c'est une conclusion qui s'impose d'elle-même. On dit si tous les hommes sont mortels,
C'est une supposition, on est en science. Or, Socrate est un homme. Or, Socrate est un homme. Donc, Socrate est mortel. Si tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Merci. Il ne yuble, il ne rédit, il ne fera plus. Mais scientifiquement parlant, essayons de voir si c'est vrai ou bien si c'est pas vrai. Ou bien si on peut vérifier cela, si on ne peut pas vérifier cela. Essayons de voir cela. Mais à la religion, nous sommes des musulmans, nous sommes des chrétiens, ou bien nous sommes des juifs. Alors nous sommes des croyants, on croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On croit que nous tous, donc nous allons mourir, ok? Chez les musulmans, pour nous lancer à tout le monde, n'est-ce pas? Là on est d'accord. Maintenant, scientifiquement parlant, essayons de vérifier la première vérité. Si tous les hommes sont mortels. Pour vérifier cela, il faudrait que tous les hommes meurent. Tous les hommes. Il faut que tous les hommes meurent. Maintenant, après la mort de tous les hommes, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est là pour vérifier. Merci. Pour vérifier, pour voir exactement est-ce que tous les hommes sont mortels. Quand on est là, on vérifier, on dit oui, effectivement, tous les hommes sont mortels. Quand on veut vérifier. Donc, cette hypothèse qui consiste à dire si tous les hommes sont mortels, personne ne peut vérifier. Personne ne peut le vérifier. Quelque chose que l'on ne peut pas vérifier, nous ne pouvons pas l'admettre en science. Parce que la science, c'est l'administration de la preuve, l'administration de la justification. Alors, donc vous voyez qu'il y a déjà un problème à ce niveau, pour cette première méthode. C'est ce qu'on appelle la déduction. Du général au particulier. L'induction, c'est du particulier au général. Donc, on prend une personne dans cette salle-là. On ne prend pas tout le monde, on prend une personne dans cette salle. On dit, Madame Telle est du mal, Madame Telle est du mal, Madame Telle. Si Madame Telle et Madame Telle et Madame Telle sont du mal, donc toutes les dames qui sont dans cette salle sont du mal. Là, c'est du général au particulier. Après avoir conservé un cas, un nombre incalculable de cas, alors on donne une conclusion à prétention universaliste. Alors ça aussi, cette méthode aussi, elle est défaillante. Donc, comme nous avons une science, si par exemple nous pensons que tout ce que dit la science, c'est vrai, ça ne change pas, alors nous sommes en train de nous tromper. Ce sont des illusions. Qu'est-ce qui permet à la science d'avancer? Qu'est-ce qui permet à la science d'évoluer? C'est l'erreur. Donc, c'est pour cela que les vérités scientifiques peuvent devenir des erreurs de demain. Les vérités d'aujourd'hui peuvent devenir des erreurs de demain. Donc, une vérité scientifique est une erreur intellectuelle. Le scientifique, lorsqu'il cherche la connaissance, il peut trébucher sur une vérité, mais qui est temporaire. Pourquoi? Parce que demain, on peut découvrir une autre vérité. Du coup, la première vérité devient caduque, obsolète, dépassée et périmée. Alors, on va sacrifier sur la toute dernière vérité qui vient donc de sortir. Donc, vous allez comprendre que si on est scientifique, si réellement on se met dans la posture de scientifique, on doit être modeste, on doit être humble, on doit accepter la critique. Le scientifique, c'est cette personne-là qui découvre une vérité et qui la pose sur la table et qui demande à ce que tout le monde critique cette vérité. Dès l'instant que cette vérité résiste à la critique, comme le dit Karl Popper, à la falsifiabilité, alors elle reste une vérité. Dès l'instant qu'une seule personne parvient à critiquer cette vérité devient un mensonge, devient donc dépassé, périmé. Donc voilà comment la rationalité scientifique doit procéder. Un très beau texte de Einstein montre qu'effectivement, même dans la physique et dans la chimie, il y a de la métaphysique. Ça montre qu'il y a de la subjectivité. Donc, dans la science,
éprouver ses sentiments, ou sa croyance, et ainsi de suite. Lorsqu'on observe le cycle de l'eau, lorsqu'on voit la circulation sanguine, alors on peut donner donc, des vérités scientifiques. Si on ne fait pas attention, on peut tomber dans la subjectivité, dans l'appréciation, donc des éléments que nous observons dans notre environnement immédiat. Maintenant, qu'est-ce que nous avons constaté actuellement? Nous voyons que la science a atteint des proportions très élevées actuellement, là où nous sommes. Qu'est-ce qui fait ça? Comprenez deux choses. Ce que le plus souvent les gens, donc parfois, ne parviennent pas à différencier, c'est que la science est différente de la technique. La science, elle n'est pas la technique. Donc, science et technique. La science, elle est purement théorique. Et cette science cherche à satisfaire la curiosité intellectuelle du savant. Alors que la technique, elle est donc, dans le domaine de la pratique. Donc, la technique, elle est une dimension pratique. Alors, maintenant, le scientifique, c'est quelqu'un qui cherche la connaissance, c'est le savant. Le technicien, c'est cette personne-là qui pratique ou bien qui matérialise les recherches et les résultats du chercheur. Alors, lorsque la science et la technique se donnent la main, c'est ce qui donne naissance à la technoscience. Alors, maintenant, la technoscience, elle a atteint des niveaux très élevés actuellement. La technoscience a permis à l'homme d'améliorer ses conditions de vie dans tous les domaines presque. Vous savez pourquoi? C'est parce que le savant, le chercheur, le scientifique, lui, il ne recherche la connaissance que pour la connaissance, d'une manière désintéressée. Alors que le technicien, lui, en pratiquant donc les résultats, en essayant de matérialiser les résultats du chercheur, du savant, du scientifique, il essaie toujours de tendre vers une réalité pratique, une rationalité pratique, quelque chose qui peut être utile à l'homme. Alors, le chercheur, il est désintéressé, alors que le praticien, c'est quelqu'un qui souhaiterait avoir une certaine utilité dans son activité. C'est pour cela que la science a atteint des proportions très élevées. La science est donc très avancée. Alors, mais un problème se pose. Cette même science a posé des problèmes auxquels elle n'a pas encore apporté des solutions. La science qui prétendait être, en tout cas, le chef dans tous les domaines de la connaissance, la science qui prétendait apporter des solutions à nos multiples questionnements, la science qui pensait pouvoir apporter toutes donc les solutions à n'importe quelle intervention, au point qu'on dit que lorsque le malade se rend vers le médecin ne doit pas lui demander qu'est-ce que tu as, ou bien qu'est-ce qui ne va pas. Le médecin doit lui dire qu'est-ce que tu veux. Pourquoi dit ça? Pourquoi dit ça? Il y a une des voilà, quand vous les continuez à vous ainsi de suite. Donc la science a atteint un niveau tel que donc l'homme doit pouvoir apporter des solutions à tout. Alors du coup, la science semble mettre à notre disposition le pouvoir de Dieu, tel que le pouvoir de donner la vie. Alors, en réalité, nous, en tant qu'humains, nous ne méritions même pas encore d'être des hommes. Oui, la science a mis à notre disposition un grand pouvoir, tel que le pouvoir de Dieu. Alors, malheureusement, nous n'avons pas fait une bonne utilisation de cette science-là, dans le sens où ça va permettre à l'homme d'améliorer ses conditions d'existence. Voilà. Donc, moralement et du point de vue de l'éthique. Alors, c'est pour cela qu'il faut être très prudent. Comprendre que oui, la science a permis à l'homme donc d'améliorer ses conditions d'existence, mais en même temps, elle a engendré des problèmes qu'elle n'a pas encore résolus. Elle n'a pas encore apporté des solutions. Actuellement, nous sommes confrontés effectivement à deux conflits donc d'une dimension mondiale, donc l'Ukraine et la Russie, mais c'est la science qui permet de faire cette guerre-là. Donc l'Iran et Israël, actuellement, les Israéliens n'ont pas déployé des milliers et des milliers de militaires, de soldats qui vont sur le terrain. Non, ils sont assis chez eux et ils sont en train de faire la guerre
scientifique. Donc il est important quelque part que la philosophie soit toujours à côté de la science pour le sensibiliser, pour la sensibiliser, pour lui montrer les chemins à suivre, donc, pour ne pas rendre au mauvais service à l'humanité. Voilà donc les quelques éléments que je voulais apporter en ce qui concerne donc l'épistémologie. Alors donc on enchaîne puisque le temps donc on enchaîne donc sur l'esthétique. L'esthétique, excusez-moi. Donc l'esthétique, le domaine 4, comme son nom l'indique, donc l'esthétique est une branche de la philosophie, tout comme donc l'épistémologie, mais l'esthétique s'intéresse à la beauté. Donc l'esthétique est une branche de la philosophie qui s'intéresse à l'étude du beau. C'est une réflexion philosophique sur l'art. Donc l'esthétique est une forme de connaissance particulière qui sollicite la sensibilité de l'homme. Laquelle sensibilité permet à l'homme d'échapper à la rigueur de la civilisation. À la rigueur de la civilisation moderne pour retrouver l'univers des sens, des formes, des rythmes et du plaisir esthétique. Alors, donc, l'esthétique, lorsque nous nous référons à ses origines grecques, nous la confondons avec la technique, comme la manière de faire, la manière de fabriquer, la manière d'écrire. Quand quelqu'un écrit d'une manière originale, on dit qu'il y a de l'art dans sa manière d'écrire. On dit que il y a de l'art dans sa manière de parler. Mais dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de marcher, et ainsi de suite. Donc on fait allusion à la technique. Alors, cette esthétique qui fait allusion donc à la technique s'intéresse aux beaux-arts. Donc, elle s'intéresse à l'étude des beaux-arts. Lorsqu'on parle des beaux-arts, là, comprenez que nous sommes en train de parler des formes, les formes donc, de l'art. Les beaux-arts, on en a deux formes. On a les arts plastiques et les arts rythmiques. Les arts plastiques et les arts rythmiques. On en a ces deux. Parmi les arts plastiques, nous avons la sculpture. Une sculpture, mais l'île sculpture. Donc, elle est P-N-E. S-C-U-L-P-T-U-R-E. On lit sculpture. La peinture et l'architecture. Nous avons les arts plastiques selon la classification de Hegel. La sculpture, la peinture et l'architecture. On a en même temps les arts rythmiques, arts plastiques, arts rythmiques. Les arts rythmiques ont fait allusion à la poésie,
sculpture, la peinture et l'architecture, la poésie, la danse et la musique. 6. Le cinéma. Comme le cinéma américain, le plus souvent, c'est le 7e art. Dans la classification des règles, ça limite 1, 2, 3, au diable. Maintenant, le cinéma a le 7e art. Cinéma, on va donner tout le théâtre. Voilà la 7e art. Maintenant, la question la plus importante qui se pose, après avoir compris la classification des formes d'art, c'est qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce que le beau en réalité? Est-ce que nous pouvons donner une définition de la beauté? En tout cas, dans son ouvrage, Platon a mis en scène Socrate et Hippias. Hippias était parti au Hippias, il y a un roman dans le monde du ce que tu as pour voir au Virtidol, et bien, il faut dire, dès le ce que tu as pour Jonta, dès le Jonta. Hippias est dit, oh, Jonta, dès le Jonta. Ah, il est jarabide, fédéré, dit, avec chez vous de Moutiri. Et des mondes aussi bas, ils ont rencontré Socrate. Socrate dit aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux. Pourquoi? Parce que je suis en face des gens qui sont des experts, des gens tellement qui connaissent le sujet, qui maîtrisent bien le sujet sur lequel ils sont en train de se prononcer, à tel point qu'il ne j'arrive dans Socrate lui, Hippias. Dis-moi, qu'est-ce que le beau? Hippias non lui, mais Socrate, question, oui, question, oui, il y a route. Il nous pose la question, route, pour que nous rendons l'attitude de toute ma connaissance. Mais il y a finalement, dans le livre, Socrate lui, il y a un cesse. Pour le d'abord, à répondre à cette question, qu'est-ce que le beau? Oui, monsieur, allons-y la guerre. Oui, le beau, c'est une belle jeune fille, c'est une belle jument, c'est une belle maison, une belle voiture. Alors, on est libre, on est libre. Socrate libre. Hippias, tu sembles ne pas avoir compris ma question. Je te demande, qu'est-ce que le beau? Mais toi, tu es en train de répondre à la question, qu'est-ce qui est beau? Non. Hippias a dit, oui, Socrate, il y a des questions à poser, question à satisfaire. Ta question, elle est redoutable et difficile. Elle n'est pas facile à répondre. Alors, donc, ici, vous allez comprendre que l'objectif de Socrate, c'est à travers des questions pour faire comprendre à ses interlocuteurs ce qui